Jour 2 de ce marathon du droit d'auteur et de la réflexion autour de. J'espère que vous êtes bien reposés. On a une journée, encore une fois, bien tassée, mais avec des participants aux présentations qui, j'en suis sûr, seront extrêmement stimulantes, encore une fois. En ce qui me concerne, hier, ça a été vraiment un charme d'entendre tous ces gens-là, de voir aussi votre écoute. Et je suis persuadé que ce sera encore la même chose aujourd'hui. Ça a été vraiment une très belle journée. Alors, merci à tout le monde qui avait rendu ça possible. Merci à HEC également de nous accueillir pour une deuxième journée. Et donc, on commence sans plus tarder avec Nicolas Benctin. Nicolas Benctin qui enseigne le droit des affaires et le droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Poitiers en France. Il enseigne également le droit de la propriété intellectuelle à l'Université Panthéon-Assas. Parmi ses publications récentes, on peut citer l'ouvrage « Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle » paru en 2015 et l'article, The French Copyright Law Opens Its Arms to the FOSS, très français, paru en 2016 dans Free and Open Source Software. Veuillez accueillir Nicolas Benctin. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je voulais remercier le gouvernement de la province du Québec d'avoir proposé, organisé, mis en place ce congrès riche, et on a rarement l'occasion d'avoir autant d'échanges autour de l'avenir de la propriété littéraire et artistique. Les échanges ont été riches hier. Moi, j'ai retenu, dirais-je, deux choses principales de notre journée d'hier. D'abord, ce mouvement que je pense j'avais pas encore en tête, de cette idée d'abandon de lutter contre la contrefaçon en ligne pour mobiliser nos énergies vers le partage des sommes qui sont quand même collectées par l'exploitation de la musique en ligne. Je comprends bien que les ressources humaines font qu'il faut choisir ces combats et qu'on ne peut pas mener tous les combats conjointement, mais ça marque tout de même un infléchissement dans les logiques de propriété intellectuelle pour l'exploitation en ligne. Je retiens aussi les propos très passionnants de M. Lehmann, qui, à mon sens, tournaient autour de la liberté de l'auteur de choisir la façon dont il diffuse ses œuvres. Il les diffuse en ligne, il les diffuse dans des galeries, il les diffuse au travers d'ouvrages, il les diffuse gratuitement, il les diffuse en se faisant payer, et il veut pouvoir mobiliser l'ensemble des solutions pour porter sa création vers le public. Ça me semble être la meilleure façon d'accompagner l'auteur dans son rapport avec le public. Mais pour ma part, pour parvenir à avoir une telle liberté, je ne vois pas d'autre structure que la propriété et les mécanismes propriétaires pour garantir à chaque propriétaire de choisir ce qu'on peut faire, notamment d'opter pour des licences libres quand on veut diffuser sur licence libre, et des licences qu'on appellerait propriétaires quand on veut maîtriser l'exploitation de ses propres créations. Donc je vais essayer pour ma part de vous parler du point de vue européen, avec pour commencer quelques chiffres pour, dirais-je, illustrer le propos. Chiffres qui font écho, dirais-je, à une tendance globale qui a été évoquée hier déjà, qui est l'accroissement de la place des industries culturelles et créatives dans la valeur ajoutée des États de l'Union européenne. 4,4%. Si on ajoute l'ensemble des dépenses annexes, on a pratiquement 7% du PIB de l'Union européenne qui est attaché ou qui dépend des activités culturelles et créatives, et c'est pratiquement aussi 7% de l'emploi. Donc avec une telle intensité, dirais-je, économique, on ne peut pas être indifférent au sort et aux conditions dans lesquelles on partage la valeur attachée à l'exploitation des biens intellectuels, et on ne peut pas non plus rester indifférent à une éventuelle une éventuelle fuite de cette valeur pour des raisons qui peuvent être multiples, on y reviendra. Si on
quitte l'échelon européen pour revenir à l'échelon français, eh bien on constate des tendances similaires avec un élément, dirais-je, symbolique, qui est que les industries culturelles et créatives vont valoir à peu près 7 fois plus que l'industrie automobile. Alors si on était en Allemagne, ce serait peut-être pas tout à fait pareil. L'industrie automobile française n'est peut-être pas la plus florissante au monde, mais c'est très marquant dans le nombre d'emplois assurés par l'industrie automobile, et c'est, quoi qu'il arrive, toujours une industrie très fortement sensible pour l'économie française, et ça permet tout de même de voir qu'il y a un très fort enjeu économique pour les industries culturelles et créatives. Et il y a de la valeur, on le voit aussi bien à l'échelon européen qu'à l'échelon national, et cette valeur, elle est le produit de l'activité des créateurs. Activité créatrice qui ensuite est naturellement mise en ordre, communiquée, exploitée par toute une série d'opérateurs intermédiaires, mais la source, dirais-je, de jouvence éventuellement de cette industrie culturelle et créative, c'est le travail des créateurs, et il faut naturellement se poser la question de la place des créateurs dans cette valeur ajoutée attachée à l'exploitation des biens intellectuels. Alors, l'enjeu est double. On a des questions qui sont très européennes, marquées par essentiellement le morcellement, la territorialité. On ne va pas revenir ici dans les détails de ces problèmes, mais l'Union européenne, c'est 28 États avec 28 régimes de propriété littéraire artistique. Et donc, vous avez une cohabitation entre un marché unique, avec un principe de libre circulation des biens, des personnes et des marchandises sur le territoire de l'ensemble de l'Union européenne, mais en même temps un morcellement juridique de ce même marché. Ce qui fait que quand vous faites une offre en ligne, le principe de libre circulation des services fait que votre offre en ligne a toute vocation à être exploitée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, mais ce principe de marché se trouve immédiatement confronté à une autre réalité qui est le morcellement juridique du droit d'auteur sur le territoire de l'Union européenne, et ça crée de nombreuses difficultés, j'y reviendrai. Il me semble que là, on a un enjeu qui est certainement assez spécifique à l'Union européenne et qu'on ne retrouve probablement pas de la même façon au Canada. En revanche, on a évidemment des questions communes, la réception des nouveaux modèles d'exploitation, le financement de la création, l'évolution des revenus des auteurs, le partage de la valeur entre l'ensemble des membres de la branche d'exploitation des biens intellectuels. Et là, je pense que ces questions sont aujourd'hui quasiment mondialisées, et le dialogue qu'on peut avoir à Montréal aujourd'hui nourrit pleinement les réflexions qu'on peut avoir en Europe au même instant. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques idées, de les brosser dans le temps qui m'est imparti, en envisageant, dirais-je, deux aspects. Un aspect qui est certainement en marge des questions strictement de propriété intellectuelle, parce qu'on va voir que le droit d'auteur est un outil aval de la création, un outil aval du risque, et qu'on ne peut pas penser que par le droit d'auteur, on va régler toutes les questions, toutes les difficultés attachées au financement de la création. Mais on a aussi, on y reviendra, des questions qui relèvent clairement du droit d'auteur. Et pour faire une approche très franco-française, je vous présente un plan en deux parties pour soutenir tous ces éléments-là. Donc, premier temps, les questions qui sont en marge de la propriété littéraire artistique, mais qui sont directement en dialogue avec la propriété littéraire artistique. Premier point, et je pense qu'il faut qu'on l'ait de façon très modeste en tant que juriste à l'esprit, on ne crée pas pour avoir des droits d'auteur. On crée parce qu'on a besoin de créer, ça a été évoqué hier. Pour ma part, je pense qu'on crée surtout parce qu'on est dans un environnement culturel, éducatif, qui amène à développer une capacité intellectuelle, qui concourt à créer. Il y a un environnement social, et je pense que le cas du Canada est absolument passionnant, puisque vous avez le même droit d'auteur sur tout le territoire du Canada, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas la même intensité créative dans toutes les parties du Canada. Et on voit bien que ce n'est pas la question du droit d'auteur qui emporte la dynamique créative, et qu'on a besoin de bien d'autres éléments d'environnement pour maintenir, pour soutenir, pour renforcer cette dynamique créative. Le droit d'auteur ne garantit pas le succès, le droit d'auteur ne garantit pas le revenu, et c'est la confrontation de la création au public, au marché, qui va répondre à ces besoins. Néanmoins, la
création suppose des financements et le fait d'assumer ces financements est quelque chose d'assez compliqué à envisager et il me semble qu'il faut envisager cela sous l'angle du partage du risque. Il faut l'envisager sous l'angle du partage du risque puisque dans une société économique, en gros, on va avoir un investissement, l'enjeu est d'avoir un retour sur investissement et celui qui assume le risque économique eh bien, va chercher à avoir une part substantielle du retour sur investissement. Et on a ici des modèles multiples dans notre secteur. On va avoir des hypothèses où l'auteur seul assume 100% du risque et c'est le cas par exemple du romancier qui écrit sans avance de la part de son éditeur, c'est le cas de l'auteur-compositeur, ça va être parfois le cas du scénariste qui va avancer dans son travail avant même d'avoir conclu un contrat avec un éditeur. Ce sont des modèles classiques, mais je pense qu'il n'est plus possible aujourd'hui de voir dans ce modèle classique un modèle de référence. On a une organisation, dirais-je, une industrialisation, mais dans mon propos, ce n'est pas du tout négatif, de la création où eh bien, on met en place des équipes, on va créer à plusieurs et il y a une structuration du partage du risque qui est alors envisagée pour permettre ce financement du risque. On a aussi un mouvement de collectivisation du risque, des co-auteurs, des coproducteurs. Si on prend le cas de l'Union européenne, on a des outils qui encouragent la coproduction transnationale entre différents États de l'Union européenne. Et puis plus encore, et c'est certainement un mouvement qui existe autant en Europe qu'au Canada, on a eh bien, un niveau de risque qui est tellement élevé dans la création, ce qui est normal parce qu'on a une économie de prototypes, ça veut dire qu'on va créer beaucoup de biens intellectuels qui n'auront aucun succès, et puis on aura ponctuellement, dans ce que l'on finance, un succès. Et c'est le propre de toute activité de prototype, et il faut admettre qu'on doit perdre beaucoup pour arriver à gagner au bout du compte, mais ce rapport au risque est quelque chose qui est très difficile à admettre pour une partie des opérateurs économiques. Or, il est évident que pour l'intérêt général, il faut créer. Pour l'intérêt général, il faut confronter, dirais-je, il faut bousculer les gens au travers de la création, et il est dans ce cas-là de l'intérêt public d'accompagner le financement de la création, et on quitte alors un risque adopté strictement par des opérateurs privés pour un partage du risque entre des opérateurs privés et des opérateurs publics. Et les financements à la création par les institutions publiques qui sont importantes ici, qui sont importantes en Europe, en France spécifiquement, eh bien ces outils sont des outils de partage du risque. C'est tout le risque qui est nécessaire pour l'évolution de notre société, mais c'est un risque qu'on ne peut pas adopter individuellement et donc il faut adopter collectivement au travers des solutions publiques et de l'accompagnement public de la création. Deuxième enjeu, qui est lui aussi en marge du droit d'auteur, mais qui a un outil de dialogue directement avec lui, c'est bien sûr la question du partage de la chaîne de valeur. C'était quelque chose qui a toujours été présent, comment on va attribuer à l'auteur une partie des revenus de l'exploitation de ses biens intellectuels. Mais aujourd'hui, on l'a largement évoqué hier, il y a une évolution dans les facteurs ou les rôles des intermédiaires dans la chaîne de valeur et le sentiment que les intermédiaires ne peuvent fonctionner qu'avec le travail des créateurs, mais que finalement le travail des créateurs ne devient plus qu'une sorte de produit d'appel secondaire dans une économie globale qui serait une économie des intermédiaires. Et finalement, si vous avez des produits d'appel, eh bien vous allez peut-être être moins attentif à leur sort que quand vous étiez en tant qu'intermédiaire strictement au cœur de cette activité d'exploitation des biens intellectuels. Il faut être capable d'identifier la contribution de chacun des membres de la chaîne de valeur et de réattribuer à chacun des membres de cette chaîne de valeur une part juste, on y reviendra, je suis toujours dubitatif sur cette notion de juste parce qu'on va chercher à apprécier
parfois de façon très localisée les contributions des uns et des autres. Alors on a parlé hier du streaming beaucoup, il y a eu un rapport de l'ADAMI qui a été publié il y a quelques années en France, et l'ADAMI présentait le partage de la valeur du point de vue français pour un titre téléchargé sur iTunes. Donc pour un titre à 1,29 €, l'artiste-interprète recevait 0,04 € dans le partage de la chaîne de valeur. Naturellement, c'était l'ADAMI, qui est une société de gestion collective des artistes-interprètes, avait fait cette étude pour montrer combien il y avait ici un partage de valeur injuste. Il me semble qu'on n'a hier pas assez parlé des enjeux de l'environnement d'exploitation et de la place des auteurs dans cet environnement d'exploitation. Bien sûr, on a développé de nouveaux écosystèmes, on a mis en place des marchés bifaces, on a... Tout ça est extrêmement vrai, mais il me semble qu'on ne peut pas avoir un regard simplement d'observateur admiratif de l'évolution des technologies, et il faut aussi prendre en considération comment ces offres commerciales nouvelles s'appuient sur des ressources existantes. Et si on prend des cas assez simples comme Apple ou YouTube, c'est-à-dire Google ou Alphabet, si on remonte dans l'organisation capitalistique, ces sociétés sont très marqué par la diffusion de contenu intellectuel. Quand vous achetez un iPhone ou un iPad, eh bien, vous l'achetez certainement pour des raisons attachées à la marque, peu pour des raisons technologiques, parce que finalement le contenu technologique est assez similaire d'un produit à l'autre, mais vous l'avez aussi parce que vous avez un environnement qui vous permet d'accéder à un magasin iTunes, vous avez un contenu musical important. Et l'intérêt de construire un écosystème fermé pour Apple fait qu'il est tout à fait discutable, à mon sens, de ne se concentrer que sur le chiffre d'affaires d'iTunes pour apprécier la contribution des auteurs dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez aussi une part de la chaîne de valeur des terminaux qui est directement attachée à la potentialité de l'accès aux œuvres, et c'est bien la présence de ce catalogue riche, varié, qui correspond au goût du jour, qui concourt aussi à ces éléments. Donc mon propos n'est pas de dire que 100% de la valeur du téléphone doit servir de base, mais il est pour moi évident qu'il y a un écosystème global et on ne peut pas limiter les auteurs à la seule assiette de iTunes pour pouvoir traduire réellement la contribution des auteurs dans la chaîne de valeur correspondant à l'écosystème Apple. On a évoqué, je vais être très rapide, le problème de l'endroit où on pourrait aller rechercher des fonds, et il est régulièrement revenu qu'il faudrait peut-être envisager d'aller auprès des fournisseurs d'accès Internet. Et là encore, si vous regardez les marges faites par, d'une part, les grands fournisseurs d'accès Internet et d'autre part, par ces grands intermédiaires du marché de l'exploitation en ligne, vous ne pouvez que penser que la marge ne se situe pas auprès des fournisseurs d'accès Internet, mais auprès des intermédiaires. Apple fait une marge brute de 21%, pratiquement 22%, Google 19,7%, Facebook 24% de marge brute. Quand Rogers, ici, fait 10% de marge brute, ou Orange, qui est un des principaux opérateurs télécoms en Europe, fait 3% de marge brute. Donc mon propos n'est pas de dire qu'ils n'ont pas un intérêt économique à l'utilisation de leurs tuyaux, mais leur marge est beaucoup plus conforme à l'activité industrielle ordinaire que ces intermédiaires du net qui gagnent énormément d'argent par des écosystèmes où on mobilise spécifiquement les biens intellectuels, et on a du mal à comprendre pourquoi on les exclurait d'un partage dynamique de la chaîne de valeur au-delà de ce qu'ils consentent aujourd'hui. On n'a pas à courber les chines devant eux. Les anciennes approches, eh bien, c'était les subventions, on en a parlé, elles demeurent des approches anciennes, mais vous avez là une limite directe, c'est qu'il faut que l'État collecte des taxes. Et si les opérateurs s'organisent pour faire de l'optimisation fiscale et ne pas payer d'impôts dans les États où on va financer par de la subvention la création, eh bien, vous allez rapidement tarir le puits du modèle des subventions. Le financement par la commande, ça existe toujours, mais quand Netflix fait une commande, c'est une commande qui est extrêmement formatée et il est évident que vous perdez très largement la liberté de création. Donc, il ne s'agit pas d'exclure les commandes, mais on ne peut pas envisager que la commande soit un outil pour assurer le financement de la liberté créative. Quant à l'approche par le prix ou les redevances, eh bien, on a compris que c'était en train de décliner au fur et à mesure des activités.
Les approches émergentes, eh bien, c'est cette idée d'une indemnisation. On va remplacer le prix ou la redevance par une indemnisation qui doit être juste. Et c'est globalement ce qu'a présenté de façon très intéressante hier Daniel Gervais. On va vous donner une indemnisation pour votre exploitation, dirais-je, automatique. On laisserait tomber un modèle légal qui est trop compliqué pour entrer dans un modèle contractuel où vous consentez à vous suffire d'une indemnisation pour l'exploitation libre des contenus que vous créez. Et le vocabulaire est marquant, on passe des œuvres au contenu et finalement on retrouve cette idée de produit d'appel. Deuxième terrain qui a été évoqué, c'est le problème des micro-paiements, micro-droits. Ça a été, dirais-je, suggéré hier matin par M. Champy à la lumière des modèles économiques des jeux vidéo. C'est au lieu d'avoir un paiement substantiel, vous allez avoir un flux de paiement qui, au bout du compte, représentera un revenu à peu près équivalent à celui que vous auriez pu avoir dans des périodes antérieures. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous allez avoir un revenu qui pourra peut-être le même qu'antérieurement, mais il faudra attendre longtemps, donc il faudra supporter plus durablement les risques d'exploitation. Enfin, dernière approche qui a été aussi évoquée, qui est dans un modèle encore balbutiant, c'est une approche capitalistique, c'est-à-dire que l'auteur ne va plus se nourrir des redevances, mais va devenir un opérateur du capital de son entreprise d'exploitation et il bénéficiera d'un revenu sur capital, c'est-à-dire soit des dividendes, soit une plus-value à l'occasion du transfert de la structure d'exploitation qu'il a mis en place. Et c'est le cas des youtubeurs en France où vous avez 3 ou 4 jeunes artistes, interprètes, auteurs qui ont revendu leur structure d'exploitation et ça a généré quelques millions d'euros pour chacun d'eux, ce qui semble être un modèle, mais vous avez des milliers de chaînes comme ça sur YouTube et il ne faut pas penser qu'on va pouvoir financer durablement chacun des modèles création sur cette approche. Et pendant que vous exploitez sans revenu, naturellement, il faut quand même vivre et on revient à l'air pur et l'eau fraîche déjà envisagé hier. Or, si je quitte l'environnement hors propriété intellectuelle pour revenir plus brièvement dans l'environnement de la propriété intellectuelle, on a plusieurs grandes questions. Alors, le modèle de licence globale, bon, moi, j'y crois pas trop, mais on pourra y revenir. La notion de communication en public, qui est, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, devenue quelque chose de tout à fait central et qui vient perturber l'exploitation en ligne, parce que vous allez limiter les effets de vos contrats à la lumière de cette jurisprudence. Et on a une difficulté à construire naturellement des modèles économiques et des modèles contractuels qui sont capables de traduire ces modèles économiques. Alors, premier terrain, peut-être de façon un peu chagrine ou provocatrice de ma part, c'est la question de la place de la propriété intellectuelle ou de la propriété intellectuelle en tant que telle. C'est-à-dire que c'est un terrain qu'on a peu abordé jusqu'à présent, mais pour moi, ça reste un enjeu fondamental. Est-ce que la propriété intellectuelle est un droit de propriété qui relève des droits fondamentaux protégés dans les différentes chartes internationales, ou est-ce que la propriété intellectuelle n'est pas quelque chose qui relève de la propriété, mais qui relèvera du contrat social, de l'indemnisation? Vous avez toute une série de propositions, et dans ce cas-là, effectivement, on n'a plus à débattre du respect de la propriété. À ce jour, pour ma part, je reste convaincu du modèle propriétaire, et je pense que c'est le modèle le plus efficace pour préserver la liberté des créateurs, et je revois à ce que j'ai dit sur l'intervention de M. Lehmann hier. Le deuxième terrain, la confrontation au marché. Il me semble que la confrontation au marché est un élément important de la vie artistique, non pas que l'auteur crée pour le marché ou en raison du marché, mais parce que l'auteur a besoin de confronter sa création à des tiers et que le marché constitue une forme de lieu de confrontation de sa création. Enfin, dernier point, on en a parlé, c'est naturellement l'opposition entre propriété et consumérisme. Ça fera l'objet d'un atelier cet après-midi, dont je ne vais pas m'y attarder, mais on a là un choix de société aussi qui est important. Est-ce que la liberté et la propriété individuelle demeurent, ou est-ce qu'on fait tomber des pans de notre organisation sociale, ce qui est possible, mais alors il faut aller au bout de ce type de logique, et ça reste à envisager. Dans ce modèle, on a en Europe le cas des licences légales, avec
à l'origine une rémunération équitable, qui est devenue une indemnisation équitable. Et dans ces solutions d'indemnisation équitable, ce que l'on voit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que l'enjeu de l'indemnisation équitable, c'est que le consommateur paie un minimum et on ne se pose pas la question de savoir si le consommateur atteint un niveau de rémunération justifié ou si les intermédiaires atteignent un niveau de rémunération justifié. On va juste espérer que l'auteur obtienne à peu près ce qu'il lui faut pour survivre. On ne se pose pas la question de savoir si les bénéfices de Google ou Apple sont des bénéfices justes ou équitables. Et là, il y a nécessité de reprendre une équité sur toute la chaîne de valeur et pas simplement se poser la question de savoir si l'auteur, au bout de la chaîne de la valeur, a effectivement une rémunération, plus de rémunération, une indemnisation équitable. Il y a une dénaturation de ces mécanismes par ces solutions et l'interprétation qu'en fait la Cour de justice de l'Union européenne. La gestion collective, on en a très largement parlé tout au long de la journée hier, et la gestion collective est évidemment un outil central de l'exploitation des biens intellectuels pour une raison simple, c'est que l'exploitation individuelle ne permet quasiment jamais une exploitation rentable. Rares sont les auteurs qui, s'ils se mettaient à gérer eux-mêmes directement leurs droits de propriété intellectuelle, parviendraient à avoir une exploitation rentable de leurs activités. Et deuxièmement, la gestion collective assure un poids de force de négociation. Donc, on ne peut pas se défaire de la gestion collective. Maintenant, il est évident que la gestion collective a elle-même des défis très importants à relever dans cette nouvelle économie de la propriété intellectuelle en ligne. Si on prend le cas de l'Union européenne, les travaux avancent, mais avancent très lentement, trop lentement, et il y a certainement ici des réticences qui sont beaucoup trop lourdes à porter aujourd'hui. La directive de 2014 cherche à améliorer le système, mais elle cherche à l'améliorer dans des modèles de consensus encore très mous, et il faut certainement aller bien au-delà de ce que nous propose la directive dans ce sens. Enfin, en quelques secondes pour finir, les projets de l'Union européenne pour essayer de suivre et d'adapter notre droit d'auteur dans l'environnement numérique. L'Union européenne a abandonné pour le moment l'idée d'avoir un droit d'auteur de l'Union européenne, c'est-à-dire dépasser le morcellement du droit de propriété en 28 États pour faire un droit de propriété pour l'ensemble de l'Union européenne, et cherche simplement à poser des cautères sur une jambe de bois, et donc on va faciliter la circulation des abonnements, on va peut-être réfléchir à une définition de la communication au public et de la mise à disposition pour faciliter le fonctionnement du marché, on va probablement adapter les conditions de commercialisation en ligne de contenu avec des approches qui sont toujours extrêmement sectorielles et qui, vous le voyez parce que c'est le sens qui a été fait ici dans les travaux, cette approche sectorielle ne répond jamais à tous les problèmes. Vous avez divisé 5 secteurs pour étudier nos problèmes, mais vous l'avez bien dit, dans tous les secteurs, on s'oppose ou on se soulève face à des difficultés de mise en œuvre de notre droit d'auteur dans l'environnement numérique. Et si on traite par une directive ou un règlement qui prendra 4 ans à adopter simplement le cas unique de la musique en ligne, pendant ce temps-là, on ne gère pas le jeu vidéo, on ne gère pas les films, on ne gère pas la photographie, on ne gère pas l'édition littéraire, et qui subiront ou qui poursuivront dans ce terrain-là. Les enjeux sont donc élevés, on a du mal à les assumer. Je pense qu'on a une bonne conscience en Europe de l'enjeu de la propriété intellectuelle, mais on est aussi très tourné vers la satisfaction du consommateur, et qui est probablement une satisfaction à court terme, alors que nous, on a besoin de moyen et long terme pour créer et pour financer la création. Je vous remercie. Je vous demanderai de rester assis ici, Nicolas. Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement stimulante. Hein. Ça brise bien la glace ce matin. C'est pas facile de commencer. Dites-moi, il y a plein de choses que vous avez abordées là-dedans. Et d'ailleurs, je vous invite à vous lever, à venir poser des questions. C'est toujours très chouette de savoir qu'est-ce que le public pense de ça. Alors, n'hésitez pas à vous
à vous lever et de venir poser vos questions au micro. Je rappelle le mot-clic si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, faire rouler notre mot-clic FDAEN et nos petites modèles russes seront très contentes de se joindre à la discussion. Il y en avait encore beaucoup ce matin, d'ailleurs. Elles semblent aimer la question du droit d'auteur. Vous avez, en fait, j'aimerais qu'on commence cette discussion, Nicolas, si vous le voulez bien, sur, en fait, la fin de votre conférence, c'est-à-dire que vous avez évoqué les solutions pour régler des problèmes à long terme, sans nécessairement entrer dans ces solutions-là. Quel serait comment on pourrait définir un bon plan d'action à long terme pour régler ces questions-là, qui sont quand même assez complexes, là? Je vous remercie de me poser la question. C'était la pire du Congrès. Je pense que on l'a constaté, il y a un écosystème et il faut parvenir à ouvrir et mobiliser les nouvelles formes d'exploitation. Mon propos n'est pas du tout anti-Internet, anti-Google, anti-Apple. Il n'y a rien de ce type-là. Enfin, il faut profiter et je suis convaincu que ce sont des opportunités pour les auteurs, pour les créateurs de diffusion. Il est bon de pouvoir accéder à du contenu, mais il y a certainement besoin d'avoir un rapport entre le contenu et le respect du contenu, en quelque sorte. C'est que on ne va pas, finalement, écouter de la musique comme on va chez McDonald's, ou en tout cas, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus spécifique d'être compositeur, d'être artiste-interprète, que de faire chauffer un bout de steak haché sur une plaque chaude. Et il faut admettre ça. Ça dépend des musiques. Oui, bien sûr, j'en suis convaincu. Ça dépend des films, ça dépend des jeux. Mais il y a besoin d'accéder à cet élément. Donc on l'a évoqué, je pense que la culture, l'éducation est fondamentale. Donc l'éducation à la propriété et en même temps l'éducation à la propriété littéraire artistique. Et je vous l'ai dit, pour ma part, je pense que le droit d'auteur, c'est un élément de la propriété. Et donc c'est beaucoup plus fondamentalement la question de savoir, est-ce qu'on reste dans une logique sociale tournée sur la propriété privée? On peut répondre non, enfin c'est possible, mais dans ce cas, c'est tout notre modèle social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de dire, eh bien, pour la propriété intellectuelle, on laisse tomber la propriété privée, on va juste mettre des mécanismes de collectivisation et puis d'indemnisation, et puis pour le scooter, la mobilette ou la paire de lunettes, on reste dans un modèle propriétaire. Je pense qu'il faut avoir une cohérence dans notre organisation sociale qui est ensuite traduite dans notre mécanisme légal. C'est-à-dire que le droit accompagne, suit, comprend la société, il s'adapte à la société. Donc le droit d'auteur vit actuellement assez mal puisqu'il est en conflit, mais il est dans un conflit, je pense, parce qu'on n'a pas expliqué fondamentalement ce que l'on était en train de discuter. C'est pas de savoir si Justin Bieber doit gagner plus ou moins d'argent. La question est de savoir, est-ce qu'on a un modèle social qui tourne autour de la propriété privée, notamment pour les gens qui créent. Au moment de la Révolution française, on parlait de la propriété la plus sacrée, c'est-à-dire la plus fondamentale. Ce que vous sortez de vous-même est finalement beaucoup plus attaché à la propriété privée que le béton que vous allez couler pour faire un mur. Et donc là, on a un enjeu fort, et probablement que si on arrive à traiter cet enjeu, alors on pourra avancer sur le reste. Le deuxième état, eh bien, c'est que tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent se mobiliser. Ça, c'est évident. Et ils jouent à raison d'un avantage, c'est qu'ils ont une approche mondiale de leur activité, et les juristes, la loi, les États ont une approche locale. Ben c'est ça, et vous le disiez, c'est revenu souvent depuis hier, la question du morcellement et le fait que, dans le fond, il y a tellement d'intérêts divergents, d'une part, et d'autre part, on a des acteurs qui sont dans la technologie disruptive et qui n'ont pas à s'encombrer de ces et ils ont raison. C'est David et Goliath. Et oui, ils ont raison, parce qu'il n'y a aucune raison qu'eux se soumettent au reste. Et c'est ce qui donne aussi leur dynamique de création de valeur. Mais il appartient aux États, il appartient de s'organiser. L'Union européenne est beaucoup trop lente ici, c'est évident. Si ces opérateurs devaient faire face à des organismes de gestion collective de l'Union européenne,
il se comporterait certainement autrement, parce que vous avez 600 millions de consommateurs et c'est probablement le premier PIB au monde. Donc dans ce cas-là, eh bien, tout Google ou Apple que vous êtes, vous allez commencer à discuter. Si vous avez qu'à discuter avec la France, eh bien, finalement, c'est beaucoup moins contraignant et vous pouvez bien davantage jouer sur des biais qu'on a vus régulièrement. On mobilise les foules en expliquant que le droit d'auteur, c'est de la censure. Et c'est la pire bêtise qui y est. C'est-à-dire que si vous allez dans les pays où il y a réellement de la censure, vous verrez le droit d'auteur, c'est jamais le problème. Donc, on ne peut pas confondre les deux. Et le respect du travail d'autrui, ce n'est pas l'interdiction de créer, c'est la liberté de créer en respectant le travail d'autrui. Et il y a là quelques degrés d'éducation qui sont essentiels et qui permettent en fait ensuite de dérouler. Et puis le dernier point, je pense que ça a été déjà évoqué, c'est prendre conscience que dans notre économie du savoir, le pétrole, c'est le savoir. Donc il faut clairement prendre ça en considération. Et très clairement, les pouvoirs politiques en Europe sont très éloignés de la propriété intellectuelle. C'est pas du tout leur problème. Et donc, on a bien du mal à faire passer un discours qui accompagne cela, qui n'est pas un discours protectionniste, qui n'est pas un discours anti-création, qui n'est pas un discours anti-progrès, mais qui est un discours, au contraire, d'accompagner le progrès et la création pour permettre, non pas l'appropriation par un petit groupe qui exploiterait le monde entier, mais pour permettre le partage de la valeur. La propriété, c'est un outil de partage de la valeur. Et ce n'est pas un outil de captation exclusive de la valeur. Et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire que les auteurs sont propriétaires, mais la valeur, elle est captée en dehors des auteurs. Follow the money, hein, qu'on disait dans les années 70. Et aussi la donnée et le nouveau pétrole, ça, je pense qu'on ne le redira jamais assez hein, à South by Southwest cette année. Data is the new oil, là, on l'a entendu évidemment, encore et encore. Et c'est là où on voit que les biens intellectuels sont des produits d'appel. Quand je suis Google, mon business, c'est de vous donner plein de contenu, parce que moi, je vends de la publicité et de la donnée personnelle. Donc, plus le contenu est gratuit pour moi, plus mon business fonctionne. Mais j'ai besoin de contenu, parce que si vous ne venez pas sur mes plateformes, je ne peux pas collecter de la donnée personnelle et je ne peux pas vendre de la publicité. Donc, qu'ils aient leur modèle économique, c'est très bien, il est très novateur, extrêmement intéressant, mais on n'a aucune raison de se plier à leur logique économique pour pouvoir dire, bien, finalement, on va arrêter la propriété intellectuelle, ça ne devient qu'un outil d'appel, et eh bien, ils nous verseront une petite indemnisation. Et ça prend un rapport de force, et ça, vous le redites, ça a été soulevé d'ailleurs hier. On avait 2 questions, Olivier, ben c'est bien, hein, on y a répondu. En fait, on vous a entendu penser. Vos petits chips, là, ça marche super bien. Oui, alors, question ici, vous nommez, et votre question, s'il vous plaît. Pardon. Solange Drouin de la DISC, l'association qui représente les producteurs de disques, de spectacles et de vidéos. J'aime beaucoup que vous réaffirmiez la notion de propriété, du droit d'auteur et des autres titulaires de droit. Je ferai un commentaire là-dessus tout à l'heure. Mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre dans les journaux ce qui se passe ces temps-ci avec Uber chez nous, avec un projet de loi qui a été déposé. Et une des fondements pour l'intervention de l'État, c'est que dans le domaine du taxi, on avait exigé des permis. Et donc, le gouvernement se sent comme obligé d'intervenir parce qu'on a exigé, on avait encadré un secteur et il faut donc essayer de contrôler un peu cette technologie du partage, entre guillemets, disruptive. Mais dans notre secteur, je pense qu'au-delà même d'un permis qui sont utilisés, les gens, évidemment, n'ont pas besoin de nous demander de permis, puis YouTube et compagnie n'ont pas besoin de permis, mais c'est encore pire. On parle d'un droit de propriété qui justement, qu'ils utilisent et qui s'approprient pour leur fin à eux. Alors, je pense que si l'argument qu'utilise le gouvernement pour dire, écoutez, on leur avait exigé des permis pour agir, et là, Uber vient changer la donne, je pense que c'est encore plus important dans notre secteur, en tout cas tout aussi important, là, on ne mettra pas de règles là-dedans, mais nous, on parle d'un droit de propriété dont on a été évincé, où on ne tire pas les fruits. Bon, ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire... Peut-être une question plutôt qu'un commentaire. Oui, OK. Si vous voulez. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente question, je vous remercie.
Répondez pas par oui ou non, s'il vous plaît. Je pense que on ne peut pas assimiler une autorisation administrative à un droit de propriété. Et c'est un biais qui est souvent fait pour comparer spécifiquement en propriété industrielle ou d'une manière générale quand on parle de monopole. On dit la propriété intellectuelle, c'est un monopole. Le monopole, c'est un pouvoir d'exploitation accordé par un État. Et je pense que cette lecture est erronée parce que la propriété privée, c'est plus complexe dans ses fondements, dans son fonctionnement, dans sa défense, qu'une idée de monopole d'exploitation ou d'autorisation administrative qui est donnée pour pouvoir exercer une activité. Le cas de Uber, ici, on a le même problème en Europe, il est interdit dans certaines villes. Je pense que c'est un problème réglementaire qui est essentiellement là. Et pour nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème réglementaire. C'est-à-dire qu'on a toujours la propriété privée qui doit être respectée et défendue. On n'est pas dans la même situation. On a bien des opérateurs de la nouvelle économie qui proposent des modèles qui viennent modifier l'environnement antérieur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est probablement créatif et dynamique pour notre économie. Mais on ne peut pas confondre le problème d'une réglementation administrative pour exercer une activité, l'activité de taxi, qui suppose une autorisation administrative, et le respect de la propriété individuelle. Je pense qu'on est sur deux terrains différents. Donc c'est bien des opérateurs extérieurs, mais on n'est pas dans le même débat et il ne faudrait pas confondre les deux situations, parce que si on les confond, ça va conduire à dire que le droit d'auteur, finalement, c'est une autorisation administrative et que si l'État lève cette autorisation administrative, il a juste à indemniser les auteurs, et je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin dans ce cas-là. Ben, c'est une précision quand même importante. Rapidement, oui, une question, et après on va devoir terminer puisqu'on a déjà un petit retard. Alors oui, vous nommez et votre question, s'il vous plaît. Gabriel Pelletier, de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Vous êtes allé très vite et je m'intéressais au fait qu'en Europe, c'est un cas particulier parce qu'il y a énormément de territoires différents et des lois différentes. J'ai cru lire, parce que ça allait rapidement, qu'il y a eu des efforts pour harmoniser les lois. C'est peut-être la première partie de ma question. L'autre partie de la question, c'est que vous sembliez dire aussi qu'il y a une difficulté parce que les droits sont morcelés entre musiciens, scénaristes ou peu importe, et j'avais l'impression que vous militiez pour une harmonisation ou en tout cas des supra-sociétés de gestion. Alors, deux choses. J'ai été rapide parce que j'avais 25 minutes et que le contenu était riche. Je vous prie de m'en excuser. Alors, l'harmonisation, il y a bien une harmonisation du droit d'auteur en Europe, mais c'est une harmonisation très partielle. On a harmonisé la durée du droit d'auteur, on a harmonisé quelques exceptions, on a harmonisé des points au travers de différentes directives, mais le droit d'auteur reste un droit national, donc vous avez 28 régimes de droit d'auteur, même si des pans de ces régimes sont harmonisés, mais il reste des différences, à mon sens, pas insurmontables, mais pour l'aujourd'hui, il y a toujours 28 régimes de propriété. Ça veut dire que l'exploitation en ligne sur le territoire de l'Union européenne suppose 28 autorisations si vous voulez avoir une offre pour tout le marché de l'Union européenne. Si, on relance, mais on relance mollement. On relance comme ça, on a l'impression de faire quelque chose. Oh, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique parce qu'il n'y a pas de lecture politique de l'enjeu du droit d'auteur et il n'est vu que comme un moyen d'enrichir les riches contre les consommateurs. Ce qui est une bêtise profonde, mais les personnels politiques, au moins en Europe, a surtout pour objectif de ne pas avoir les consommateurs dans la rue, et notamment la jeunesse qu'on pourrait faire sortir. Donc là, on met ça, vous arrangerez avec l'argent qu'on arrive à vous donner, et ça suffira. Donc il y a un vrai enjeu politique, mais je pense que, là encore, et ça a été redit hier, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que les jeunes générations ne sont pas plus bêtes que les autres, et c'est juste surtout qu'on ne leur explique pas le problème et le partage peut-être pas tout à fait fair de la chaîne de valeur et qui génère des difficultés et le besoin de financer la création. On n'est pas créateur comme ça du jour au lendemain. C'est un travail long, il faut investir, il faut refaire, il faut se tromper, il faut reprendre et pendant ce temps-là, il faut quand même manger et se loger. Et je ne parle même pas de la retraite. Ouais, on ne parle jamais de ça, mais quand vous êtes auteur, il faut aussi financer votre retraite, votre sécurité sociale et c'est fondamental parce que vous ne pouvez pas imaginer que toute votre vie, vous
allez pouvoir revendre votre chaîne YouTube et qu'à 90 ans, vous aurez encore une chaîne YouTube à vendre pour récupérer 100 000 € pour vivre vos dernières années en maison de retraite. C'est faux. Il faut penser à la globalité de la vie et du financement de l'auteur. Sur le morcellement des droits, je pense qu'il n'y a pas besoin de confondre les différents droits entre le droit d'auteur et les droits voisins. Est-ce qu'il peut y avoir des convergences de gestion collective? Je pense que oui. Je pense que oui, on a plus d'une centaine de sociétés de gestion collective, on en aurait 25 qui fonctionneraient très bien en Europe, les auteurs ne seraient pas moins servis et on fonctionnerait certainement mieux. Et pour finir ici, je pense qu'il faut retenir que la gestion collective est payée par les auteurs. C'est-à-dire que tous les opérateurs économiques donnent un montant brut, la gestion collective se finance sur ce montant brut et on redistribue aux auteurs le reste. Donc plus vous allez avoir une gestion collective efficiente, efficace, plus les auteurs pourront espérer avoir plus de revenus à base égale. Alors mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas augmenter ce qu'on collecte. Je pense qu'on peut augmenter ce qu'on collecte parce qu'on ne prend pas la bonne base de calcul. Mais on pourrait y aller des deux côtés. Mais on faut y aller des deux côtés. Ouais. La gestion collective est impérative, mais elle a un vrai défi de se réformer. Ça devient un enjeu de gestion complexe. On l'a évoqué hier après les ateliers, mais il faut vraiment y aller. Le problème, c'est qu'il faut investir. Et les auteurs, ils ont peu d'argent pour investir. Or là, si vous voulez refonder la gestion collective, il faut investir dans des systèmes d'information, il faut investir dans la professionnalisation, il faut investir dans de la formation pour que les sociétés de gestion collective soient capables d'accompagner ces mutations technologiques et ces mutations de modèles économiques. Et c'est très dur. Merci, Nicolas Bainquetin. Merci beaucoup, c'était extrêmement stimulant, Nicolas Bainquetin.